La stratégie Sahel pour la sécurité dans le Nord Mali et l'appui aux organisations de la société civile, 2 projets mis en route à travers 2 conventions signées cet après-midi à Koulouba, le montant environ 25 milliards de francs CFA. Le Centre international des conférences de Bamako accueille pour 3 jours le monde de la radio. Le festival Ondes de liberté vient d'être lancé par le président de la République. Cette 8e édition s'articule autour du thème Radio et processus électoral en Afrique. Premier congrès statutaire de la Société malienne d'hématologie et d'oncologie, une occasion pour les spécialistes d'échanger les expériences sur le traitement de certaines maladies telles la drépanocytose et le cancer. Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir et bienvenue aux informations. Tout d'abord, le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du chef de l'État Amadou Toumani Touré. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Djombele pour le contenu. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir Sira, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives. Sur présentation du ministre de l'Équipement et des Transports, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant création de l'Agence nationale de la météorologie Mali Météo. L'observation et l'étude du temps et du climat en vue de fournir les informations et renseignements appropriés aux différents usagers de tous les secteurs d'activité socio-économique du pays sont actuellement menés par la Direction nationale de la météorologie. Cette structure, dans un contexte de changement climatique dont les effets représentent un véritable défi de développement, est de plus en plus sollicitée pour répondre aux besoins multiples de différents secteurs économiques, publics et privés. Face à cette situation, elle est amenée à développer des capacités pour élaborer des produits adaptés à chaque usager, mais également de diversifier les sources de financement, notamment en faisant appel au secteur privé, utilisateur de données et produits météorologiques. La transformation de la Direction nationale de la météorologie en une agence nationale de la météorologie dotée du statut d'un établissement public à caractère administratif et répond à ces préoccupations. Cette option a pour avantage de continuer le mode de gestion autonome qui était en place dans le cadre des activités aéronautiques et météorologiques nationales, assurer une meilleure gestion des activités météorologiques dans l'environnement socio-économique actuel du Mali, permettre progressivement la reprise totale par le Mali de toutes les activités météorologiques. L'agence aura pour mission l'observation et l'étude du temps, du climat et des constituants atmosphériques de l'environnement en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de contribuer au développement économique et social du Mali par la fourniture d'informations et de services appropriés à tous les usagers. Elle participe à l'élaboration des éléments de la politique nationale en matière de météorologie et en assure la mise en œuvre et le suivi. Sur présentation du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant création d'un fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant FAF. La politique nationale genre adoptée par le gouvernement le 24 novembre 2010 traduit les principales recommandations et les orientations liées à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle reconnaît que des défis sont à relever pour permettre une pleine participation des femmes au développement économique, notamment leur insertion au circuit productif, l'accès égal aux opportunités d'emploi et aux facteurs de production et leur participation aux instants de prise de décision. La création du fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant participe de la solution des défis. Le fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant est également une réponse de notre pays à une recommandation de l'Union africaine relative à la mise en place d'un fonds spécial en faveur des femmes et des enfants au niveau des États membres. Les ressources du fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et de l'enfant et à l'épanouissement de l'enfant sont constituées par la subvention du budget d'État, la contribution des collectivités territoriales, la contribution des partenaires techniques et financiers, les dons et legs. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux d'aménagement de 1722 hectares du projet d'irrigation de Siengo Extension. 2. Un projet de décret portant approbation du marché relatif à l'exécution des travaux de réhabilitation du drain collecteur du Kala inférieur et d'aménagement du casier de Dila, 848 hectares.
Dans le souci d'assurer la sécurité alimentaire et de contribuer à la réduction de la pauvreté, le gouvernement a entrepris la réalisation d'un vaste programme d'aménagement des terres à maîtrise totale de l'eau, d'équipement et de réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles en zone office du Niger. Le premier marché conclu dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'irrigation de Siengo a pour objet l'extension des travaux d'extension, l'exécution des travaux d'extension du casier de Siengo avec l'aménagement de 1722 hectares dans la zone de Ndebougou. Le marché est attribué après appel d'offres à l'entreprise China Geo-Engineering Corporation Mali, CGC Mali, pour un montant de 6 milliards 399 millions de francs CFA environ. Le deuxième marché porte sur la réalisation des travaux de réhabilitation du drain collecteur du Kala inférieur et d'aménagement de 848 hectares dans le casier de Dila. Les travaux à exécuter comprennent notamment le curage du lit du drain principal et la confection des digues latérales d'une part et d'autre part la modification du partiteur B3 et son extension, les préparations des sols et le recasement des villages. Le marché est attribué après appel d'offres au groupement d'entreprises GKEAD aux terres pour un montant de 5 milliards 596 millions de francs CFA environ. Ces travaux seront exécutés en 24 mois avec l'appui financier de la coopération allemande à travers la KfW. Sur le rapport du ministre de la Culture, le Conseil des ministres a adopté 6 projets décrets relatifs au classement dans le patrimoine culturel national. 1. Du site historique de la bataille de Takubao dans le patrimoine culturel national. 2. Du site historique du champ de bataille de Logo Sabousséré dans le patrimoine culturel national. 3. Du Tata de Konyakari dans le patrimoine culturel national. 4. De la mosquée de Manfara et les sites associés dans le patrimoine culturel national. 5. Du quartier administratif de Ségou dans le patrimoine culturel national. Et 6. Des parcs publics et monuments de Bamako dans le patrimoine culturel national. Le site de Takubao dans la commune rurale de Doukouria est situé entre Goundam et Tombouctou. Il a été le théâtre d'une guerre courageuse des Kel Tamashek contre la pénétration coloniale en 1894. Le site de la bataille de Logo Sabousséré est situé dans la commune rurale de Logo au sud-est de la ville de Caille sur la rive gauche du fleuve Sénégal. Il a été le théâtre de la bataille du royaume du Logo contre la pénétration coloniale le 22 septembre 1878, raison pour laquelle le 22 septembre a été retenu pour proclamer l'indépendance du Mali. Le Tata de Konyakari, dans le chef-lieu de la commune urbaine du même nom, à l'est de Caille, a été réalisé en 1855 sous les ordres de El Hadj Oumar Tall pour servir de lieu de retraite aux soldats à l'issue de leur expédition guerrière. Le village de Manfara, qui est situé dans la commune rurale de Niagadina, cercle de Kati, a été l'un des premiers lieux de rayonnement et de diffusion de l'islam dans le Mandé grâce à la mosquée historique édifiée vers le XVIIe siècle par un certain Lamphia Saganogo. Le quartier administratif de Ségou est un ensemble de 12 bâtiments construits dans le style architectural néo-soudanais par les colonisateurs. Les parcs publics ou monuments de Bamako reflètent l'histoire, les faits sociaux, les phénomènes religieux et les idéaux de combat de notre peuple pour le développement et l'unité du continent africain. Ces sites, bâtiments, parcs et monuments, témoins vivants de notre histoire et de notre culture, sont aujourd'hui menacés, entre autres, par les intempéries, les insalubrités, les activités humaines, le manque d'entretien. Leur classement vise à renforcer leur protection juridique, à faciliter leur entretien et leur gestion et à contribuer à promouvoir le tourisme. Au chapitre des mesures individuelles, au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a été informé des nominations suivantes. Commandant 3e zone de défense et 3e région militaire à Kati, colonel Soumaïla Prosper Traoré, armée de terre, commandant 8e zone de défense et 8e région militaire
à Sikasso, colonel Abdoulaye Cissé, armée de terre. Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, 4e conseiller à l'ambassade du Mali à Genève, Draman Traoré, administrateur civil. 5e conseiller à l'ambassade du Mali à Genève, Sidi Mohamed Youba Sidibé, administrateur des arts et de la culture. 4e conseiller à l'ambassade du Mali à Bruxelles, Tierno Amadou Omar As Diallo, administrateur de l'action sociale. Attaché de défense à l'ambassade du Mali à la République populaire de Chine, colonel-major Suleiman Assissé, secrétaire agent comptable à l'ambassade du Mali à Khartoum, Madame Fofana Oumumba, contrôleur des finances. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, directeur des ateliers militaires centraux de Markala, colonel d'aviation Seri Diarra, directeur général de l'Office national des anciens combattants militaires retraités victimes de guerre du Mali, colonel-major Yaya Samake de l'armée de terre, directeur du commissariat des armées, commissaire-colonel d'aviation Abdoulaye Konaré, haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de l'équipement et des transports, colonel Mamadou Soumaoro, génie militaire, haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales, colonel Mamadou Diao, transmission, haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la Santé, médecin colonel-major Issa Diarra, haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de l'Agriculture, colonel Djibril Traoré, transmission, haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, colonel Draman Diarra, armée de l'air, haut fonctionnaire de défense du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, colonel Nuhu Sangaré, armée de l'air, haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la Culture, colonel Noman Koulibaly, transmission, haut fonctionnaire de défense auprès du ministère du Développement social, de la Solidarité et des personnes âgées, colonel Adama Kamisoko. C'est tout, Sira. Merci Ibrahima. La suite de ce journal, le président de la République se rend demain à Niamey au Niger. Amadou Toumani Touré prendra part à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du Liptako Gourma. À l'occasion donc de ce voyage à Niamey au Niger, le protocole de la République invite à l'aéroport international Bamako-Sénou demain jeudi 24 novembre 2011 les membres de la délégation présidentielle à 6 h, les membres des corps constitués désignés à 6h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 7 h. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, a reçu cet après-midi à Koulouba une délégation du collectif des ressortissants du Nord Mali. Le collectif était venu discuter avec le président du maintien de la paix et de la sécurité dans le Nord Mali et exprimer son adhésion au principe d'unité et d'invisibilité de notre pays. À sa sortie d'audience, nous écoutons le président de ce collectif des ressortissants du Nord Mali, Malik Aloussine Maïga, qui répond au micro de Mahamadou Doumbia. Nous avons sollicité et obtenu une audience auprès du président de la République pour s'informer auprès de lui de la situation sécuritaire au nord du Mali. Alors vous savez, ressortissant de cette partie du Mali, nous sommes donc très préoccupés par les informations qui nous parviennent, par rapport notamment à la sécurité. Donc nous sommes venus aujourd'hui s'informer auprès du président de la République et nous repartons très satisfaits, en tout cas des dispositions qui ont été déjà prises depuis toujours, pour que cette partie du Mali, pour que dans cette partie du Mali, en tout cas, la paix et la sécurité règnent. Donc, au niveau du Corem, depuis que nous avons été informés de cette situation, nous avons également beaucoup réfléchi sur la question. Nous avons donc réalisé une analyse approfondie de la situation et donc les conclusions de cette analyse ont fait l'objet d'une déclaration que nous avons également pu remettre à Monsieur le Président de la République. Est-ce qu'on peut connaître quelques lignes de cette déclaration? Pour nous, le Mali, il est un et indivisible. Alors, donc, nous avons trouvé auprès du Président de la République également la confirmation, en tout cas, que
tout sera fait pour que le Mali reste un et indivisible. Donc c'était là un vœu extrêmement important, une préoccupation du collectif des ressortissants du Nord. Nous avons exprimé au président de la République notre disponibilité. Nous sommes une société civile. Les objectifs poursuivis par notre association, c'est d'aider à la consolidation de la paix et de la sécurité entre les populations donc, de cette partie du Mali, mais également promouvoir la solidarité entre ces régions du Mali et le reste du Mali. Donc nous avons exprimé en tout cas au président de la République notre disponibilité à travailler avec les autorités politiques, tant au niveau national, au niveau régional, communal et local, avec les autorités militaires pour que, en tout cas, la paix et la sécurité règnent dans cette partie du Mali. Nous restons à Koulouba pour parler de la signature de deux conventions, l'une relative à la stratégie Sahel pour la sécurité dans le Nord et l'autre convention concerne l'appui aux organisations de la société civile dans divers domaines. Elle coûte globalement plus de 62 millions d'euros, soit environ 35 milliards de francs CFA. Le compte rendu est avec Mahamadou Doumbia. Au cours de cette cérémonie, deux conventions de plus de 53 millions d'euros ont été signées respectivement par le commissaire de l'Union européenne et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. À travers ces conventions, l'Union européenne tient à aider le Mali dans sa lutte contre l'insécurité et le terrorisme, une initiative adoptée en Conseil national de défense en mars 2010. 6 mois après, nous voici revenus de nouveau autour de vous pour la signature de deux documents de financement au terme desquels notre pays va bénéficier de la part de l'Union européenne d'un nouvel appui financier supplémentaire de 50 millions d'euros, soit environ 27 milliards 750 millions 194 000 francs CFA, ainsi que d'un nouveau projet d'appui à la société civile d'un montant de 12 359 994 euros, soit environ 8 milliards 107 millions 624 584 francs CFA. La première convention dénommée Stratégie Sahel dans son détail concerne le développement, la bonne gouvernance, la politique, la diplomatie, la sécurité et l'état de droit et enfin la prévention et la lutte contre l'extrémisme. La seconde concerne le renforcement des capacités et des compétences des organisations de la société civile en analyse, contrôle, en plaidoyer et la gouvernance interne entre autres. Le premier de ces documents est la révision au programme indicatif national et au document de stratégie pays pour le deuxième FED. Cet addendum augmente l'appui financier de l'Union européenne au Mali de 50 millions d'euros, portant l'enveloppe pays pour la période 2008-2013 à 583 millions d'euros. Pour l'Union européenne, cet effort financier additionnel s'inscrit dans la stratégie pour le développement et la sécurité au Sahel. Je voudrais le dire, ces dernières années, la bande saharo-saharienne a été caractérisée par l'instabilité et l'insécurité. Concernant le cas spécifique du Mali, l'insécurité dans les trois régions du Nord est un défi majeur pour la stabilité du pays, mais aussi pour toutes les régions sahariennes. Une fois encore, avec la signature de ces deux conventions, la coopération entre le Mali et l'Union européenne se veut dynamique. Elle est le témoignage d'une vitalité qui caractérise la stratégie instaurée entre l'Afrique et l'Europe depuis le sommet de Lisbonne en 2007. C'est parti pour la 8e édition du festival Ondes de Liberté. Le coup d'envoi de ce rendez-vous biennal des professionnels des radios d'Afrique et d'Europe vient d'être donné par le président de la République au Centre international des conférences de Bamako. Le thème de cette édition est Radio et processus électoral en Afrique, un thème d'actualité qui sera débattu pendant les 3 jours que va durer le festival. Sidiki Dambélé est allé voir. Rien n'a envie aujourd'hui à une maison de la radio. Tout s'est dit et tout est capté avec les micros et enregistreurs qui traînent un peu partout. Les festivaliers de la 8e édition Ondes de Liberté ont pris quartier ici avec en tête les premiers clients des médias maliens.
Au centre des discussions, radio et processus électoral en Afrique et que des questionnements. En quoi les radios peuvent-elles contribuer à créer un climat apaisé entre tous les protagonistes? Comment les radios peuvent-elles participer à l'émergence et au maintien du jeu démocratique lors des joutes électorales? C'est à toutes ces questions et à tant d'autres ayant trait au rôle de la radio que l'espace de convivialité et d'intégration que le Festival Ondes de Liberté nous offre l'opportunité de réfléchir. Nous apprécions vraiment la pertinence du thème et incitons en tout cas les radiodiffuseurs, comme mon prédécesseur l'a dit, de s'impliquer davantage dans les processus électoraux parce que le droit à l'information est un droit généralement consacré dans la plupart des constitutions africaines. Donc il n'y a pas de raison que les citoyens africains ne puissent accéder à l'information en matière électorale. En tout cas, par rapport au Mali qui nous accueille, je pense que ce pays a beaucoup de choses à apprendre à l'Afrique et au monde entier. Ici, tous sont convaincus que la radio a un rôle cardinal dans la consolidation de la démocratie et de la paix. Des valeurs, dira le secrétaire général du ministère de la Communication du Faso, Adama Barrow, qui sont les gages d'un développement durable. Et c'est cette conviction qui est à la base du fait que les radios au Mali ont précédé leur texte de création. De 1991 à nos jours, plus de 300 radios privées ont vu le jour au Mali. Autant de radios, autant d'armes redoutables. La radio, c'est la puissance du verbe. Elle n'est pas seulement parole, elle est aussi action, comme la langue d'Ésope. Elle est capable du meilleur comme du pire. Et c'est parce qu'elle est capable de provoquer les tsunamis sociaux, politiques, économiques et culturels, parce qu'elle est aussi capable de repenser les blessures et les fractures sociales les plus regrettables de l'histoire, que nous avons choisi le thème radio et processus électoral. Il est temps, mesdames, messieurs, que les professionnels parlent aux professionnels et que ces derniers proposent aux politiques des voies alternatives sûres pour ne pas être pris dans le piège et le vertige des tourbillons électoraux et post-électoraux. En tant que professionnels, chers festivaliers, nous devons proposer notre expertise pour une meilleure gestion de la cité en période électorale. Parce que nous savons que la radio, en tant que moyen de communication de masse, moyen de diffusion collective, est d'une redoutable efficacité. Les festivaliers venus d'Afrique et d'Europe ont 3 jours pour réfléchir sur leur profession à travers colloques, bourses de programmes et productions radiophoniques soumises à concours. Cette 8e édition du festival Ondes de Liberté constitue, selon le ministre de la Communication, un nouvel envol que les autorités sont décidées à sauvegarder à travers une structure pérenne qui sera mise en place. Dans sa communication sur médias et élections, le président de la République a beaucoup insisté sur le statut de couteau à double tranchant de la radio, une boîte magique selon lui qui est un art en même temps une arme redoutable. D'où son appel aux hommes de médias à la prudence, surtout au moment des élections. Nous écoutons le président de la République, Amadou Toumani Touré. Ses propos sont recueillis par Sidiki Dambélé. Dans cette période de pré-campagne, il faut qu'on soit prudent. C'est ce qu'on va dire. Les messages qui vous seront transmis. Essayez de savoir d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça peut avoir comporté. Si la personne parle d'elle-même, parle de son programme, c'est bien. Mais s'il parle de l'autre, eh bien, si c'est sûr que ce n'est pas un bien. Et dans plusieurs cas. Donc là également, il faut savoir faire la part des choses. Parce que celui qui parle, il vous le dit, mais c'est vous qui transmettez. Et vous connaissez la portée des messages. Pendant la campagne, là, certains me diront que tous les coups sont permis. Peut-être vrai. Mais là également, vous aurez un rôle extrêmement important à jouer. Et je pense qu'au sein et pendant votre forum, vous allez revenir sur ces points d'une manière nettement plus approfondie. Mais, ce qui est important aussi, c'est que dans certains pays, les résultats partiels que les radios ont pu transmettre ont pratiquement changé le chose. Parce qu'avant, on avait une radio, la radio est unique, donc le résultat qu'on donnait. Mais maintenant, chaque radio donne les résultats d'un bureau, à la limite. Donc vous n'avez qu'à prendre la calculette. Ah mais c'est vrai. Moi la dernière fois, j'étais assis, j'étais en train d'écouter les résultats.
J'ai perdu ce bureau, j'ai gagné 1, 2, 3. Mais perdu, mais j'étais en train. Et lorsque c'est fini, je me suis fait une idée. Je me suis fait. Je crois que je suis mais attention, il faut éviter également de transmettre des résultats qui ne sont pas officiels. Parce que la plupart des résultats que vous connaissez sont des résultats qu'on appelle partiels. À partir du moment où c'est le résultat partiel, il va falloir être prudent. Jusqu'à ce que les résultats, comment on appelle là, officiels, les résultats officiels et partiels puissent être donnés en attendant que tout le processus aboutisse pour que le résultat final soit déclaré. Je vous dis tout simplement que vous avez une arme dangereuse à la main et qu'il faut que vous sachiez l'utiliser d'une manière prudente, certes vrai, mais surtout d'une manière objective et honnête. Le public bamakois et les festivaliers sont donc invités sur les berges du Niger au Palais de la Culture pour une soirée animée par des artistes comme DJ Bamana, Kadi Bagayoko, DJ Idriss, Aïcha Ba, Delphine, Nafi Diabaté, Robert Drissa et Jami Sako ainsi que Dja Djeli. L'animation continue demain de 18h à 20h avec d'autres artistes à l'affiche. La Société malienne d'hématologie et d'oncologie tient pour la première fois son congrès statutaire au même moment que le 6e congrès de la Société africaine francophone d'hématologie. Ces assises seront mises à profit pour parler de la drépanocytose, du cancer, d'oncologie et de soins palliatifs. Mamadou Bagayoko. Ce congrès conjoint de la Société africaine francophone d'hématologie et de la Société malienne d'hématologie et d'oncologie réunit toutes les sommités pour échanger sur ces maladies de santé publique. Le but de ce congrès, c'est de faire le point de l'état d'avancement de la recherche des travaux dans les domaines des pathologies hématologiques et de la prise en charge de ces pathologies pour que nous tous, nous soyons au même niveau d'information pour une meilleure prise en charge de nos malades. Ce congrès, en effet, revêt un caractère très significatif en ce sens que le cancer constitue de nos jours l'une des causes de mortalité dans le monde. Plus de 70% de tous les décès par cancer surviennent dans des pays à faible revenu et à revenus intermédiaires où les ressources susceptibles d'être affectées à la prévention, au diagnostic et au traitement du cancer sont limitées, voire inexistantes. Plusieurs actions ont été entreprises pour prévenir ou guérir cette maladie dont la perception s'inscrit dans le registre de la souffrance et de la mort. D'importantes mesures législatives et réglementaires ont été prises par notre pays en faveur de la prévention et la prise en charge des cas de cancer. On peut citer l'adoption de la politique nationale de lutte contre le cancer assortie d'un plan d'action quinquennal en août 2010. On peut également citer la validation du plan d'action de lutte contre le cancer du col de l'utérus et la mise à disposition des médicaments anticancéreux d'une valeur de 300 millions de francs CFA par an. L'engagement du gouvernement s'est traduit par la création du centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, inauguré en janvier 2010. On peut également citer la construction d'un centre de radiothérapie. Quant à la drépanocytose, elle affecte entre 5 000 et 6 000 naissances. 3 jours durant, les spécialistes mettront en commun leurs expériences en vue d'approfondir les connaissances sur l'hématologie, l'oncologie, les soins palliatifs et enfin proposer des schémas idoines de sécurité transfusionnelle pour les patients. Ce télégramme du souverain pontife au président de la République Amadou Toumani Touré, à l'issue de son voyage au Bénin, le pape Benoît XVI, en survolant le territoire malien, a adressé un message au chef de l'État. Dans ce message, le pape demande au Tout-Puissant de bénir le Mali et d'accorder à tous les Maliens le bonheur et la prospérité. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Ahmed Diané Semega, a visité hier après-midi certains réseaux routiers des communes 2, 3 et 4 du district de Bamako. À travers cette visite, le ministre voulait s'enquérir de l'état d'avancement des travaux qui ont pour but d'offrir aux Bamakois un cadre de vie sain tout en embellissant notre capitale. De façon générale, le ministre a constaté que les travaux se déroulent normalement sur le terrain. Il était avec notre reporter Abdraman Maïga.
Depuis quelque temps, le ministère de l'Équipement et des Transports est engagé dans une vaste opération d'aménagement et d'embellissement du district de Bamako et des capitales régionales du Mali. Cette opération, qui a débuté avec les préparatifs du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays, a pour but d'offrir aux paisibles citoyens un cadre de vie sain. Cette visite du ministre de l'Équipement et des Transports a concerné certaines rues du district de Bamako. Il s'agit des rues 438 de Nyarela en commune 2, 460 et 466 de Dravela en commune 3 et de la rue 373 à Amdallah à l'Asséidine. Dans ces différentes rues, l'ensemble des activités à réaliser concernent le terrassement, le revêtement en pavé, la réhabilitation des caniveaux, la construction de dalles, de traversées d'accès et des panneaux de signalisation, entre autres. Un ensemble d'actions qui coûtera au département de l'équipement et des transports et à ses partenaires plus de 500 millions de francs CFA. En ce qui nous concerne, ce sont les voiries, les rues que nous avons commencé à aménager tout le long de l'année 2011, 2010 déjà et 2011 par la suite. Le chef de l'État a insisté sur certaines rues qui se trouvent au cœur de ce qu'on peut appeler le Bamako historique, là où résident les familles fondatrices de Bamako. Et c'est pourquoi, tout naturellement, le président a souhaité que ces voies-là soient aménagées et de la meilleure façon possible. À travers cette série d'aménagements, le gouvernement du Mali, sous l'impulsion du président de la République, Amadou Toumani Touré, ambitionne de donner à notre pays sa renommée d'antan. Cette action permettra également de lutter contre les maladies à travers l'évacuation rapide des eaux de pluie et des eaux usées, source de nombreuses maladies. L'État fait déjà beaucoup, mais ce que l'État fait doit être complété par ce que les collectivités font, par ce que les populations font. Et ce que nous demandons des populations bénéficiaires, c'est simplement un comportement citoyen qui permet de sauvegarder ce bien public-là. Et parce que si les fossés sont remplis d'ordures, ils ne jouent plus leur rôle et la route se dégrade très rapidement. Et quand la route se dégrade, qui souffre le premier? Au cours de cette visite, Ahmed Diane Semega s'est entretenu avec les chefs d'entreprise par rapport au respect strict du délai contractuel. À ce niveau, ces responsables d'entreprise exécutrices ont donné l'assurance de tout mettre en œuvre pour achever les travaux dans les meilleurs délais. Une autre visite de terrain, celle effectuée hier par le ministre de la Jeunesse et des Sports au chantier de la salle polyvalente de basketball de l'ACI 2000. Djigiba Keita était allé s'assurer du bon déroulement des travaux. Abdul Karim Kaba. Les travaux de la salle multifonctionnelle de l'ACI 2000 vont bon train. C'est le constat fait par le ministre de la Jeunesse et des Sports lors de sa visite hier sur le site. Nous avons le souci de faire un suivi rigoureux de ce chantier pour que ça finisse dans un temps raisonnable. Donc c'est pourquoi notre souhait est de pouvoir faire au moins une visite par mois. Et puis on viendra ensuite à toutes les 2 semaines, ensuite par semaine. La salle Afrobasket nous servira d'exemple. On fera un suivi aussi rigoureux que ce qu'on a fait il y a quelques mois au niveau de la salle Afrobasket. À ce jour, le seul problème sur le site de la salle est celui du parking. Là, le ministre pense déjà trouver une solution. C'est une salle multifonctionnelle, multidisciplinaire. Je crois que toutes les disciplines pourront profiter de cette salle. Nous entrerons en négociation avec l'ACI pour que ce problème soit résolu, parce que cet espace doit vraiment revenir à la salle. Nous travaillerons dans ce sens-là. En attendant la fin de l'ouvrage, Djigiba Keita s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a organisé hier une cérémonie d'adieu à l'ambassadeur de l'Inde au Mali. Indiens et Maliens ont saisi l'occasion pour faire connaître les domaines de coopération essentiellement basés sur la formation professionnelle. Le reportage de Youssouf Diakiti. Ils étaient tous là, corps diplomatique accrédité au Mali, représentants des organisations internationales, membres du gouvernement, pour donner au revoir à un homme qui s'est beaucoup investi pour le développement socio-économique du Mali, l'ambassadeur d'Inde, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Témoignent les nombreux domaines de coopération, notamment le développement durable, la paix et la lutte contre l'insécurité. As diplomats, we are all familiar. En tant que diplomate, nous avons tous la certitude que bien avant de prendre fonction, nous allons effectuer ce départ un jour. En Inde, le Mali est considéré comme un modèle de démocratie dans la région et nous apprécions beaucoup la consolidation de la paix et le processus démocratique qui se passe au Mali. Au cours des 60 dernières années, l'Inde a passé par le même processus de développement. Now it is my turn to bid farewell to
All my dear friends, depuis le 30 juillet 2009, date à laquelle vous avez été accrédité auprès de la République du Mali en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, vous n'avez ménagé aucun effort afin de porter les relations entre le Mali et l'Inde à un niveau appréciable. Au terme de votre séjour, puis-je affirmer sans hésiter que sous votre impulsion, la coopération entre nos deux pays a effectivement été renforcée au plan économique, culturel et de la formation professionnelle. Pendant tout son séjour au Mali, 3 ans au total, l'ambassadeur s'est particulièrement attaché à prendre part à toutes les activités diplomatiques et celles relatives surtout au développement du Mali. Message de condoléances du président de la République à son homologue français Nicolas Sarkozy. C'est avec une vive émotion et une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Madame Danielle Mitterrand, ancienne première dame de France et présidente de la Fondation France Liberté le mardi 22 novembre 2011. En ce moment de deuil et de recueillement, je voudrais au nom du peuple du Mali et de son gouvernement ainsi qu'à mon nom propre adresser à votre Excellence ainsi qu'à la famille de l'illustre disparu mes condoléances les plus émues. En vous réitérant mes sentiments de profonde compassion et de sympathie, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération, signé le Président de la République. À Koulikoro, le ministre des Relations avec les institutions Abdoulaye Sall a animé hier mardi une conférence débat dans la salle Siramouri Diabati. Occasion pour le ministre Sall d'échanger avec les différents acteurs et le monde scolaire de la 2e région sur les institutions de la République. Koulikoro, les précisions, c'est avec Adibou Koulibaly. Après Sikasso, Ségou, Koutiala et Mopti, le ministre des Relations avec les institutions veut, à travers cette rencontre de Koulikoro, échanger avec les acteurs socio-professionnels et la jeunesse de la 2e région sur les institutions de la République. Une mission importante pour le président de la République. Je suis venu vers vous, non seulement pour transmettre ce message du président de la République, nous insuffisant de faire du dialogue, de la rencontre des partenaires sociaux, des partenaires politiques, notre credo, mais je suis venu vous voir également pour vous expliquer un certain nombre d'attributions spécifiques. Parmi ces attributions spécifiques, vous avez la gestion des relations entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Si le gouvernement agit, l'Assemblée nationale a pour fonction de contrôler l'action gouvernementale et de voter les lois. Autre point développé par le ministre Sall, la connaissance des institutions de la République, le rôle et la place des acteurs et les attentes du gouvernement par rapport aux élections générales de 2012. Une démarche appréciée par les autorités administratives de Koulikoro et le monde scolaire. Nous pensons que l'information sera suffisamment étayée, détaillée, pour que nos jeunes scolaires, nos jeunes universitaires puissent être suffisamment informés de leurs droits et devoirs, de leur rôle de citoyen et de ce que sont les institutions dans notre pays. Donc j'ai appris qu'au Mali, il y a 8 institutions. Donc il y a un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et puis un pouvoir judiciaire. Au sortir de la journée de Koulikoro, le ministre Sall a pris l'engagement d'élaborer un plan d'action pour une meilleure connaissance des institutions de notre pays à tous les niveaux. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra demain jeudi 24 novembre 2011 et jour suivant s'il a lieu à partir de 10 h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations sur plusieurs projets de loi intéressant la vie de la nation, des communications. La séance est publique. Atelier régional sur la décentralisation, les travaux ont démarré ce matin. Les experts du secteur vont procéder à la dissémination des résultats de la recherche sur la décentralisation venus d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les participants vont donc partager leurs différents résultats de recherche avant de discuter des perspectives. Alpha Maïga. La mise en œuvre du processus de la décentralisation est effective au Mali il y a de cela bientôt 20 ans. De nombreux acquis sont visibles. Le réseau Ouest et Centre africain de recherche en éducation, en organisant une telle rencontre régionale sur la dissémination des résultats de la recherche transnationale et de rédaction scientifique ici à Bamako, ne s'est pas trompé. Les acquis engrangés font de notre décentralisation l'une des références de la sous-région. Ils sont le fruit d'efforts conjugués de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette grande réforme.
L'atelier de 2 jours réunit les participants venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ils vont partager leurs résultats de recherche et discuter des perspectives de possibilités de partenariat institutionnel et financier. En identifiant la décentralisation comme thème de recherche, le ROCARE a privilégié l'option d'une recherche transnationale des compétences au-delà des frontières linguistiques et géographiques dans les secteurs de l'éducation, de l'eau et de la santé. Il y a donc besoin réel de faire appel à la communauté de chercheurs qui vont poser les vraies questions en vue de trouver des réponses adaptées aux besoins et au contexte national, ouverts sur les réalités d'intégration, de mondialisation et de globalisation. Les assises ont été grâce au concours financier du Centre de recherche pour le développement, la coopération suisse et l'UMOA. Fin des travaux de l'atelier sur le transfert de compétences et des ressources initié par le Haut Conseil des collectivités. Les acteurs de la décentralisation ont échangé sur la question et ont formulé des recommandations. Parmi celles-ci, l'élaboration d'une politique forestière par le gouvernement. Brima Koni. Pendant 2 jours, conseillers nationaux aussi bien que cadres du Haut Conseil des collectivités ont échangé avec les cellules d'appui à la décentralisation et à la déconcentration. L'objectif de cette rencontre était de faire l'état d'exécution des décisions prises par le gouvernement en matière de transfert de compétences et de ressources naturelles. Les participants ont formulé des recommandations permettant, selon eux, au Haut Conseil des collectivités de mener à bien son rôle de plaidoyer lobbying auprès du gouvernement. Contribuer à la diffusion et à l'appropriation de la loi portant charte pastorale et ses décrets d'application par la collectivité territoriale. Participer à l'élaboration du cahier des charges de la matérialisation des compétences transférées par le ministère de l'élevage et de la pêche. Encourager l'élaboration du cadastre. Le transfert de compétences et des ressources, selon le président du Haut Conseil des collectivités, est une question qui constitue une entrave à la promotion de notre processus de décentralisation. Le principe du transfert des compétences et des ressources consacre celui de la gestion par les collectivités territoriales des attributions légales qui leur sont reconnues en vue d'une meilleure prise en charge des préoccupations du développement économique, social et culturel. Autrement dit, on ne saurait parler véritablement de décentralisation sans une responsabilisation effective des collectivités territoriales, cheville ouvrière du développement local et régional. Avec l'engagement des acteurs de la décentralisation, l'espoir est tout de même permis pour la mise en œuvre effective de l'ensemble des décisions. L'ONG Mali Folk Center, à travers l'agence suédoise de coopération internationale au développement, vient d'initier une session de formation à l'intention d'une trentaine d'acteurs de la sous-région. Ces acteurs évoluent dans le domaine de la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Ces assises bouclent ainsi la première phase du programme international de formation avancée pour le développement économique et social. Tiemoko Konati. Les gaz à effet de serre et les changements climatiques pèsent lourd sur le continent africain. Face à ces défis, l'Agence suédoise de coopération internationale au développement a élaboré depuis un certain temps un programme international de formation avancée d'importance stratégique pour le développement économique et social. Ce séminaire qui a pour thème changement climatique, atténuation et adaptation boucle la première phase du programme. Il va de soi que le gouvernement, conformément à la volonté du président de la République, son Excellence Amadou Toumani Touré, appuie toutes les initiatives allant dans le sens de l'adaptation aux impacts du changement climatique et de l'atténuation de ces effets. Les modules retenus pour les 5 jours d'exercice sont entre autres la gestion des ressources en eau et énergétique, le cycle de l'eau, le monitoring et la variabilité du climat. Cet atelier, faut-il le souligner, démarre à moins d'une dizaine de jours de l'ouverture de la 17e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique à Dubaï en Afrique du Sud. Un sommet au cours duquel le continent montrera sa position et fera un véritable plaidoyer. À Durban, c'est à l'unisson que l'Afrique défendra le principe de l'opérationnalisation des institutions issues des décisions de Cancun,
de la mise en place des financements à démarrage rapide et du Fonds vert climat, ainsi que du cadre de l'adaptation. Prennent part à la formation les représentants de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, de l'Égypte, du Niger et du Sénégal. Cette année, l'on a constaté l'installation tardive des pluies dans beaucoup de localités. À cela s'ajoutent les dégâts causés dans les champs par les déprédateurs, une situation qui est à la base d'un déficit céréalier dans les cercles de Nara et de Nioro. Pour en savoir plus, les députés membres de la commission développement rural se sont rendus dans ces deux localités et à Bankoumana. Suivons le reportage de nos envoyés spéciaux, Daura Sidiki Diara et Sidiki Touré. La campagne agricole à Nara et à Nioro est jugée mauvaise et annonce un déficit céréalier important dans les mois à venir. C'est le constat fait par les membres de la commission du développement rural de l'Assemblée nationale. Ces élus de la nation sont venus toucher du doigt les problèmes auxquels les populations du Sahel sont confrontées après une faible pluviométrie enregistrée au cours de la campagne agricole 2011. Le constat est vraiment amer. La situation, j'allais même dire catastrophique. Mauvaise répartition des pluies sur le temps et dans l'espace, réduction précoce des pluies. Pour vraiment combler tout ça, il y a eu les dégâts des prédateurs. Je profite pour lancer un appel aux autorités compétentes de prendre toute disposition très rapidement pour atténuer la souffrance de la population. Excepté la zone de Balé, les quantités de pluie enregistrées en Nara ont été inférieures à celles de 2010. Le dessèchement de la végétation a favorisé les attaques des sauteriaux, des oiseaux granivores, des cantharides et autres déprédateurs sur les cultures au stade de piaison, de floraison et de maturation. La récolte n'est pas beaucoup assumée parce que tu vois, c'était 6 hectares comme ça, qu'on a eu comme 1000. 6 hectares. 5 sacs au minimum, 6 sacs au maximum. Ces effets de la sécheresse ne sont pas restés sans conséquence. Déjà à Trougoumé, le sac de 100 kg de sorgho est vendu à 26 500 francs CFA. Ici, les résemis n'ont pas germé et ceux qui ont germé ont été attaqués par des déprédateurs ou ont séché pour défaut de pluie. Le déficit est vraiment grand. Les poches de sécheresse sévères qu'on a constatées ont entraîné une perte de superficie et également une diminution de la rentabilité. Voire une baisse de la production dans l'avenir puisque les récoltes se poursuivent pour certaines des superficies. Les agriculteurs de l'office de la Haute-Vallée doivent s'estimer heureux par rapport aux localités de Nioro et Nara, même si cette zone de production connaît cette année une baisse de 20% en rendement. Les résultats sont moyens. Au niveau des céréales, nous avons une perte moyenne sur le rendement de 5%. Au niveau du maïs, nous avons une perte à peu près de 15% sur le rendement, et au niveau du riz que nous sommes ainsi aujourd'hui, nous avons une perte d'à peu près de 20%. Mais de façon globale, alors nous devrons atteindre les 200 000 tonnes. À Bankoumana, sur 40 400 hectares réalisés, 3 000 d'entre eux ont été sinistrés car les pluies se sont précocement retirées depuis le 23 septembre, alors que ces plaines sont arrosées par des eaux provenant des collines. C'est pourquoi les agriculteurs demandent une réhabilitation de ces plaines qui ont été aménagées depuis 1960. La mise en place d'un réseau sous-régional et d'un cadre de concertation pour partager les résultats du système de riziculture intensive, c'est l'une des recommandations de la rencontre sous-régionale organisée par Africaire Tombouctou. Les participants venus du Burkina Faso, du Niger et du Mali ont fait des échanges d'expériences et de visites de terrain sur les parcelles rizicoles. Cheikh Oumar Sangari. Cette rencontre sous-régionale sur les SRI visait à renforcer les capacités techniques des participants en vue d'améliorer le processus de mise en œuvre du système de riziculture intensive et de maximiser les résultats. L'ONG Africaire, qui a introduit les SRI au Mali depuis 2007, entend créer un réseau d'acteurs avec d'autres pays du Sahel. Les éloquents résultats d'amélioration de rendement de riz, soit une moyenne de plus de 10 tonnes à l'hectare contre 4 à 5 tonnes en pratique courante, enregistrés par vos équipes respectives à travers presque toutes les régions du Mali, justifie à suffisance la pertinence de la tenue de cet atelier sous-régional sur les SRI afin de booster la technique à travers tous les pays du Sahel qui ont en commun les mêmes réalités climatiques.
à travers les visites d'échange d'expériences sur les parcelles SRI et la séance de démonstration pratique d'aménagement des parcelles et de répliquage des plans, les Nigériens et Burkinabés se sont familiarisés à ces nouveaux systèmes de riziculture déjà pratiqués au Mali. Dans la sous-région, le Mali est en avance sur cette technologie. Donc de façon théorique, nous avons les informations dans les documents, mais de façon pratique, nous avons eu l'opportunité d'échanger directement avec les producteurs. Je pense qu'on va retourner au pays satisfait d'avoir découvert pratiquement cette technologie et ça va nous permettre de la mettre en œuvre dans notre pays. La mise en place d'un réseau sous-régional et un cadre de concertation pour partager les résultats SRI, subventionner les équipements SRI pour leur expansion à grande échelle sont entre autres recommandations sorties de cette rencontre. Le programme africain relatif au stock de pesticides obsolètes vient d'effectuer une mission de collecte de pesticides dans la région de Caille, une mission fructueuse qui a permis au PSP Mali d'inventorier et de sécuriser plus de 3 tonnes de pesticides obsolètes et produits vétérinaires. Ces produits sont déposés dans un conteneur avant leur acheminement vers l'Europe pour leur destruction. Caille Siakakunati. Le programme africain relatif au stock de pesticides obsolètes PSP Mali a inventorié 1100 tonnes de pesticides obsolètes sur 180 sites à travers le pays. 15% de ces produits se trouvent dans la région de Caille, dans plus de 36 dépôts. Le programme a entamé une opération de sécurisation de ces stocks. Ainsi, il a collecté et transporté les stocks de Kinyeba et de Sadiola dans les locaux du service régional de protection des végétaux de Caille. Ces pesticides ainsi que ceux de l'OPV de Caille ont été mis dans un conteneur pour leur sécurisation. Je suis à moitié soulagé parce qu'il s'agit aujourd'hui de stocker de mon magasin central tous les produits vieux, très vieux, qui ne sont pas d'utilisation possible actuellement et qui vont être dans un lieu de transit. Le jour où il y aura un dénouement pour l'enlèvement total, à ce moment je serai soulagé. Avec l'appui de la Direction régionale des services vétérinaires, le PSP Mali a collecté et sécurisé les produits vétérinaires périmés et leurs emballages qui étaient stockés dans les cercles de Bafoulabi, Djema, Kaï, Kita, Nyoro et Yelemani. Cette phase de sécurisation terminée, les produits seront acheminés vers l'Europe pour leur destruction. Juste, c'est pour faciliter la tâche à l'entrepreneur qui a été sélectionné pour le transport de ces pesticides vers l'extérieur pour l'élimination. En fait, c'est des quantités minimes qui sont entreposées dans les magasins. Nous avons jugé utile que le PSP pouvait quand même rassembler ces quantités-là en un seul endroit, qu'on va appeler le lieu de transit, afin que l'entreprise puisse venir enlever ces pesticides et les amener pour l'élimination. Quand est-ce que ce conteneur sera enlevé de la région de Caille? Je peux dire que d'ici le mois de décembre, ça va se faire. Au cours de cette opération qui a duré une dizaine de jours, le PSP Mali a collecté en première région plus de 3 tonnes de pesticides obsolètes et déchets apparentés. Et toujours à Caille, inauguration le week-end dernier d'un mini-barrage, d'un système d'adduction d'eau et d'un marché dans le village de Bafara, dans la commune du Sahel. Ces infrastructures ont été réalisées pour plus de 200 millions de francs CFA, financées par l'État, les bénéficiaires, le GRDR, groupe de recherche pour le développement rural, et le PADEC, projet d'appui au développement communautaire. Le point, c'est avec Jafar Aïdara. L'inauguration du mini-barrage de retenue d'eau, le marché fixe et l'extension de l'adduction d'eau potable vient à point nommé pour réduire les souffrances des populations en matière d'aménagement des bas-fonds, d'eau potable et en équipement marchand. Ces équipements faciliteront à la commune son développement et permettront un changement notoire dans la vie de tous les jours des populations de la commune du Sahel. Je salue également GRDR, le PADEC, l'AZ et les partenaires techniques et financiers et tous les partenaires au développement, dont les agents du jour comme de nuit ont sillonné tous les villages de la commune pour nous aider à surmonter certaines de nos difficultés. Ces infrastructures ont coûté à l'État, aux partenaires au développement et à la population plus de 200 millions de francs CFA. Le marché de Bafara, dont nous procédons aujourd'hui à l'inauguration, fait partie des types d'actions que le PADEC mène pour répondre aux besoins prioritaires exprimés par les populations cibles, afin de résoudre
les problèmes qui se posent à elle. L'ouvrage hydro-agricole de Bafrara d'une superficie de 21,85 hectares permettra à 340 familles d'accéder au foncier et de faire la riziculture pendant la saison pluvieuse et des cultures de décrue, ce qui contribuera à augmenter la production agricole et de lutter contre l'insécurité alimentaire. Ce programme est mis en œuvre par le GRDR et ses partenaires depuis février 2008. L'objectif recherché est de contribuer à la réduction de la pauvreté à travers l'amélioration de la disponibilité alimentaire et la gouvernance locale. Il faut ajouter que la réalisation de ces ouvrages a été rendue possible grâce à l'engagement et à la détermination des populations du village de Bafrara, des autorités administratives et communales. Ici à Bamako, le comité de pilotage du projet Accessibilité universelle au service de base a rencontré ce matin ses partenaires techniques et financiers. L'objectif était de faire le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2011 et de dégager des perspectives pour l'année 2012 plutôt. Le projet a réalisé plus de 99% de ses activités avec un budget de plus de 100 millions de francs CFA. Le reportage de Sokona Kamisoko. Dans le souci d'élargir ces missions que sont la gouvernance inclusive, la prévention, la santé, la réadaptation fonctionnelle et l'insertion socio-économique des personnes handicapées, que Handicap International, en partenariat avec l'Agence française pour le développement, a mis en œuvre un projet dénommé Projet Accessibilité universelle au service de base au bénéfice de certaines de nos communes, à savoir la commune 5 du district de Bamako, la commune urbaine de Tombouctou, les communes rurales de Rarousse, Gossi et Bambara Maoudé. Après des années d'existence, l'ère est au bilan. En 2011, le projet a pu réaliser plus de 99% de ses activités avec un budget alloué de plus de 100 millions de francs CFA. Cette année marque la deuxième année du projet d'accessibilité universelle de base au Mali. Et le bilan de réalisation est un bilan suffisant et satisfaisant pour nous, Handicap International. Nous avons tenu des séances de sélection de projets d'accessibilité dans chacune des communes couvertes par le projet. Dans chacune de ces communes, nous avons des actions concrètes qui ont été mises en œuvre pour rendre accessible soit les services d'état civil aux personnes handicapées, soit le centre de santé aux personnes handicapées, le point d'eau. Malgré ces résultats encourageants, le projet a été souvent confronté à des difficultés, notamment la non-mobilisation des personnes handicapées au niveau organisationnel. En termes de perspective, l'année 2012 marque la fin du projet au Mali. Pour cela, les responsables du projet comptent labelliser tout ce qui a été fait en matière d'accessibilité de manière à ce que le projet serve de référence pour l'ensemble des acteurs qui font des prestations auprès des services publics. Dans le cadre des préparatifs des élections d'avril 2012, le parti Union pour le développement du Mali, URD, Djamakawassa, et une délégation conduite par l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé ont échangé. Après analyse de la situation politique, les deux partis ont convenu de faire chemin ensemble. L'URD Djamakawassa s'est engagé à soutenir la candidature de Modibo Sidibé aux élections de 2012. Les chercheurs maliens et américains viennent de boucler leur mission dans la commune de Wélé-Sébougou, une tournée qui leur a permis de mettre au point un filtre à eau à base de sable et de gravier. Cet outil doit être vulgarisé pour permettre aux populations d'accéder à l'eau potable à moindre coût. Bouakar Sissoko et Amadou Kone sont allés voir à Wélé-Sébougou. À l'issue d'une première étude réalisée en 2010, chercheurs américains et maliens ont révélé que les eaux des puits de Wélé-Sébougou contiennent certaines substances chimiques nocives comme l'arsenic, un produit impropre à la consommation. La présence du produit est généralement due à la proximité des puits avec les toilettes. Pour pallier cette nuisance, les chercheurs ont inventé un filtre à eau à base de sable et de gravier afin de rendre les eaux potables. Well, we think the filters are very important au Wélé-Sébougou ici. Donc notre intention c'est de prendre des eaux, c'est des extensions de ces eaux-là, et puis de les filtrer pour que ça soit buvable. L'eau étant source de vie et de santé pour améliorer la santé des populations, les autorités locales entendent vulgariser cet outil très précieux. C'est des universités qui se mettent au service des populations. Imaginez-vous, ce qui s'apprend dans les universités maliennes. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de voir la pratique et de ces connaissances théoriques
qui sont en train d'affecter la vie des citoyennes et citoyens de la commune de Welesegougou. Cette fructueuse collaboration entre l'université de Bamako et celle de Utah Valley des États-Unis est une manière de résoudre les problèmes de population d'une part et d'autre part pour lier la théorie à la pratique. Il nous offre une opportunité d'aider notre population, de faire profiter de notre population notre savoir-faire, et ensuite ils nous permettent également, si nous parvenons à continuer, de pouvoir nous faire connaître à travers les revues scientifiques en faisant des publications. Cette nouvelle technologie de filtre à eau est utilisable partout au Mali. Elle doit être vulgarisée en milieu rural afin de permettre aux ruraux d'accéder à l'eau potable. C'est plutôt le parti UDM Djamakawassa qui décide de soutenir la candidature de Modibo Sidibé. Bientôt, un lycée public pour Gourmararousse, c'est dans la région de Tombouctou. La pose de la première pierre a été faite par le gouverneur de région. La réalisation de cet établissement public va coûter 700 millions de francs CFA à l'Agence française de développement AFD en partenariat avec l'Assemblée régionale de Tombouctou. Par ailleurs, une convention a été signée entre l'Assemblée régionale et la cellule technique d'appui aux communes relatives à la maîtrise d'ouvrage déléguée. Adama Traoré. Bientôt, Gourmararousse aura son lycée. Le gouverneur des régions et le président de l'Assemblée régionale viennent de poser la première pierre de l'édifice. L'établissement, qui coûtera environ 700 millions de francs CFA, comprendra des salles de classe, un laboratoire, une bibliothèque, une infirmerie, une salle informatique, une direction et des terrains de sport. Il y a des efforts au niveau des plus hautes autorités de ce pays, à commencer par le gouvernement, les partis politiques, l'administration et tout ce qui suit. Alors si on arrive à mettre l'enseignement secondaire avec toutes les commodités comme ainsi signalé, cela voudra dire que les autorités de ce pays n'ont oublié personne. On ne viendra pas à Rarousse construire quelques classes et partir et dire qu'on a construit un lycée. Non, population de Rarousse, on construira un lycée digne des populations, des braves populations de Rarousse. Ce lycée sera construit sur une aire environ d'1,5 hectare. La pose, la première pierre et la réalisation des infrastructures, nous le souhaitons dans un très bref temps. Nous aurons un cadre de travail agréable et répondant à nos aspirations, où nos chers collègues pourront dispenser dans les meilleures des conditions leurs cours face à des élèves qui, j'espère, seront très assidus. La création de ce lycée permettra de compléter les tableaux des établissements d'enseignement secondaire général à 5 au niveau de l'Académie d'enseignement de Tombouctou, soit un établissement d'enseignement secondaire général par cercle, conformément à la vision des plus hautes autorités du pays. La cérémonie a pris fin par la signature de la convention de la maîtrise d'ouvrage déléguée entre l'Assemblée régionale et la cellule technique d'appui aux communes, CETAC. Direction Mopti, plus précisément le village de Bamguel, pour parler de la fête traditionnelle qui récompense les plus beaux troupeaux et les meilleurs bergers. Le Grand Prix ATT est revenu au troupeau de Yérofouné, conduit par le berger Oumar Oussou. Les festivités de cette deuxième édition étaient placées sous la présidence du ministre de l'Élevage et de la Pêche, qui avait à ses côtés son homologue de la culture et plusieurs autres personnalités. C'est ce que nous dit notre correspondant Yacouba Maïga. Rarement le village de Bamguel aura mobilisé autant de monde. C'est une foule enthousiaste d'hommes et de femmes ou encore des bergers et d'autres communautés d'éleveurs qui ont afflué de toutes les contrées pour marquer d'une pierre blanche l'ancrage du Rioro. Une fête traditionnelle des pasteurs du Sénogondo qui marque le retour des animaux au village à la fin de l'hivernage. Une occasion de sélectionner et primer également les plus beaux troupeaux avec à la clé la célébration des jeunes bergers ayant bravé toutes sortes de difficultés dans leur séjour dans les pâturages dans le seul but de réaliser un bon embonpoint de leur cheptel. Quand on dit que vous avez le meilleur troupeau, ça reste dans les annales de l'histoire. Vos petits-enfants entendront qu'un jour leur grand-père a été le meilleur berger et c'est la fierté des peuples. L'initiative de la famille Ba a été saluée par le ministre en charge de l'élevage et de la pêche et celui de la culture, dont la présence à cette fête prouve à suffisance la volonté des plus hautes autorités d'appuyer et de soutenir toute œuvre tendant à consolider et renforcer nos valeurs culturelles. Quand on voit l'état d'embonpoint des animaux, en grande partie nourris sous des pâturages naturels, on est impressionné.
Et tous mes encouragements, d'abord aux pasteurs qui ont dû affronter des situations extrêmement difficiles, conduire les animaux sur les meilleurs pâturages et faire en sorte que les animaux aient cet embonpoint. Il faut tout faire en sorte pour que justement ces fêtes puissent perdurer, pour que la nouvelle génération puisse connaître non seulement notre passé, notre présent et puisse continuer dans l'avenir. Et franchement, de telles fêtes sont à multiplier, sont à montrer non seulement au Mali, mais au reste de l'Afrique et du monde. Pour cette deuxième édition du Rioro de Banguel, 3 prix ont été décernés, dont le grand prix du président de la République Amadou Toumani Touré, une somme de 500 000 francs CFA qui est revenue au troupeau de Yerofouné conduit par le berger Oumar Oussou. Pendant ces moments de festivité, le public a été gratifié de la culture Peul du Sénon dans ses dimensions tous azimuts à travers poésie, chant et danse du terroir. Point final à cette édition. Les autres rendez-vous demain 10h-13h avec Aïssata Ibrahim Maïga. Je serai là à 18h et 20h pour les éditions d'histoire. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent.